Elle voulait plus. Angèle monte aussi, du coup. Elle me recherche. Elle est tout tentée, forcément. Boro se remet à jouer de l'orgue, mais alors en son filet, angélique, en somme, que j'avais jamais entendu. Dans la paille, je grelotte. J'entends à peine ce qu'elles me disent, les mignonnes apeurées, tellement je bourdonne de tous les côtés. Je suis plus un homme, je suis un écho. Je tiens plus, je me relève quand même. Alors là, je discerne aussi, moi, un truc le long du mur qui passe, tout doucement. Je vais hurler, je me tais. C'était pas mon rôle. Je le vois comme je vous vois qui passe à portée bien majestueusement. Je voudrais pas, mais quand même c'est lui, c'est pas Boro. Celui-là, il est plus gros encore et encore plus barbu que lui, et puis il répand comme une espèce de lumière tout autour. Il en reste même un peu après lui de lumière, un sillage. Je dis, je vais lui parler, moi, j'ai pas peur. Le roi Krogold, je vais lui dire de se barrer d'ici. Il n'y a pas eu besoin. Il était chargé d'ornements pleins sur sa grosse bedaine et y balançait tous les 5 pas son épée bien massive au-dessus de sa tête. Il pensait qu'à ça. Il passe sa main dans sa barbe, ça fait plein d'étincelles. Le voilà qui se barre comme il est venu. Mais c'est pas tout. Je grelotte, je me souviens. La belle môme en robe de velours à traîne pâle qui gravit l'escalier lumineux à ce moment-là, c'est la princesse Vanda, sa fille. Plus d'erreur non plus. Elle est si belle que j'ai grand peur d'en mourir du coup. Je m'agenouille. Je cligne de côté. Je vois de la manière qu'elle se hâte vers la salle des gardes qu'elle est pas contente et que ça va barder. J'ose pas moi-même aller y voir, mais je me penche sur la rampe pour écouter. C'est du Brahme. Je crois que son père va la couper en deux. Il a une manière bien abominable de faire le tour de la grande enceinte en balançant de grands coups d'épée dans l'ombre. Ça siffle. Elle n'a pas peur. Elle approche même. Elle lui réclame son fiancé, Gwendor le Magnifique. Royaume ou pas, elle s'en fout. Elle pleure pas non plus. C'est un vrai drame. Je la respecte. Je trouve qu'elle a bien raison. Il se ratatine de toute la figure, le roi. Il a le sourcil qui fronce tellement il est poilu. Entre sa barbe et ses cheveux, c'est seulement ses petits yeux bien noirs et horriblement méchants qu'on peut regarder de loin encore. Il ose pas taper dans sa fille. Il fend le mur de rage dans la pleine pierre à mains endroits. Ça rentre. Et puis dans le plancher, il enfonce la lame jusqu'à la garde. Il dégage à 2 bras. Il grogne comme un ours et se dandine. Il veut retourner à la nuit, ne plus écouter, mais elle ne veut pas. Le retient. Elle bondit devant lui. Tu l'as tué, monstre. N'as-tu pas assez tué trop d'hommes déjà? Ne sauras-tu jamais que faire périr tous ceux qui m'entourent et qui m'aiment? Combien te faudra-t-il encore décider de meurtre pour apaiser le diable en toi? Veux-tu mon sang, monstre? À présent, décide donc, frappe au moins, avant que je me venge. Je te défie. Elle le repousse du doigt sur la poitrine. Il souffle, halète, râle et recule. Elle l'empoigne par la barbe. Elle tire dessus. Il traîne son épée derrière lui, ne s'en sert pas. Il gronde et se dégage. Oui, je l'ai tué moi-même. Et bien fait. Le prochain, je le crèverai aussi. Je l'écraserai, tu m'entends, comme les autres. Tous tes amants ne sont que traîtres et lâches. C'est mon bien, mon royaume qu'ils convoitent. Tous, tu m'entends? Pauvre pucelage. J'ai grande tentation de t'abattre aussi devant que de partir, comme chienne enragée. Tu ne vaux pas mieux, fille, que tes charognes d'amoureux. L'horrible hérétique n'a pas plus de fiel dans ses prières pourries que toi, dans un doux baiser de promesse. Il levait déjà bien haut sa lame et balançait le fer au-dessus de la princesse, qui ne reculait pas, cependant. Et la reine Isabelle alors se jette entre deux, bien douce du visage, effrayée, tremblante, elle, du haut en bas. Le roi se dégage, crache au visage de sa fille une pluie d'étincelles, et se détourne à grands pas vers la salle des gardes. Vanda resta longtemps là transi, sans un geste, en le regardant s'éloigner, le roi.
et puis elle perdit toute sa couleur peu à peu, et s'effaça complètement de l'endroit, et puis il n'y eut plus rien à la place. Moi-même j'étais bien ému, je dois dire. Les mômes Hortense et Mireille, elles étaient tombées en transe à côté de moi, en convulsions pépères. Je les réconforte, tant et plus. « Je les ai vus, Qu'elle hurlait Hortense. je les ai vus comme je vous vois. Elle est hantée, la maison, elle est hantée. » Cantalou rapplique en chemise. C'est moi que t'as vu monter, qu'il fait. Du coup, elle hurle davantage. Tout le monde rapplique alors qu'était en bas. Le jardinier, un vieux bien cassé, il se marrait doucement dans un coin. Faudrait vous en aller. Qui disait. Quand il commence, on s'en sort plus. À tous les ans, c'est le même tabac. Moi, ils me font plus rien, ils me connaissent tous. Mais vous autres, c'est pas la même chose. Vous êtes pas assez vieux encore pour plaire aux fantômes. Aux orgues qu'il a fait Lawrence. Il ordonnait comme les canaux à la mer. Il s'est reposé sa petite couronne, il s'est assis, il était prêt pour n'importe quoi. On a vu alors le roi revenir devant nous, mais parfaitement doucement cette fois-ci, avec la princesse à 2 pas de côté, et puis une foule d'autres seigneurs et des hommes d'armes et des domestiques. Dans leur démarche parfaitement silencieuse, 3 grands lévriers s'ébattaient en parfait silence, ne faisaient qu'effleurer le sol. Ils furent bientôt si nombreux rassemblés dans la salle qu'ils occupaient toute l'ombre. Il en arrivait cependant encore bien d'autres par la baie vitrée, aux 1000 fenêtres. Tout s'était ouvert peu à peu, en grand, sur la vallée. D'autres légions se formaient là-bas sur les pelouses, dans la nuit des vallons, d'autres armées, encore bien des cavaleries, muettes, se détachaient sur autant de parterres doucement lumineux, de toutes couleurs chatoyantes. Je m'y connais en cavalerie, forcément, on me trompe pas, c'était la croisade. La réunion des 4 duchés d'armes, 11 baronnies, 2 comtés, 22 légions franches. Les adieux sont imminents. Je vois pas Thibaut parmi les couples, près de nous. Je cherche, je suis certain qu'il est là. Depuis 2 hivers, 2 étés, il taille avec Joad sur les chemins du Nord. Mais qui m'a porté ce coup dont je hurle aussitôt, en plein sur le devant des yeux? J'entends toute la terre d'un coup girouetter dans le ciel comme une folle toupie. Oh, les longues trompettes de l'armée! Et c'est lui qui me parle, je le regarde, il est tout couturé du visage, il me parle dans le nez. Vendu, que fais-tu, grand lâche? Il me connaît bien. Thibaut, que je lui dis, réponds, que vas-tu faire en Palestine? Il se marre à me regarder. Il parle un drôle de langage, il me trouve tout couillon, je pense. Je sais, moi, qu'il a tué le président. Assassin, que je l'appelle, pour voir s'il me comprend. Qui a balancé le maousse pavé tout refroidissant? C'est clair pourtant, mais il ricane comme si on avait trop de mal à se rejoindre. C'est un effort qu'il faudrait faire pour que j'entre dans son histoire. C'est l'effort de mort, c'est la poésie, quoi. Je peux pas. Je voudrais bien pourtant qu'il m'emmène, moi aussi. Mais je vais rester. À présent que j'ai pas eu assez de courage pour en sortir de ma viande, on va me laisser avec les femmes au château, celles qui inspirent, comme on dit, et qui ne partent jamais. À la manière qu'il me regarde, je crois qu'il va me cracher dans la gueule, Thibaut, en s'en allant, comme Krogold tout à l'heure, et puis je réfléchis que je le dégoûte encore de trop. Il s'en va rejoindre. C'est comme ça le trésor des âmes, c'est loupé du moment qu'on se tâte. Souvent ça m'est arrivé. Je regrette qu'il est trop tard pour refaire ma mort. J'ai repris ma guitare et mon petit crin-crin. J'ai recommencé à baver dans les banlieues à la perfection. J'en suis. Je risque pas grand-chose. Ça va. Mais cette rafale de sabots, c'est la cavalerie qui s'éloigne. Vanda est là, tout près de moi, debout. Je vois bien son visage. Je m'approche. Je voudrais bien voir son âme pendant que j'y suis. Cela non plus, je peux pas.
Et puis toute l'armée, ces grands essaims de clarté là-bas tout à l'heure, répandus au large de l'ombre, glisse à présent sur le versant du vallon, abandonne la colline, et ce n'est plus partout que la nuit. Je me demande s'il reviendra jamais, Krogold. Qui va si loin chercher la guerre et le bon Dieu mérite de rencontrer l'infini. C'est mon avis. Thibaut, moi, je le considère foutu dans l'aventure. Joad a bien fait de rester ici. On n'est pas si mal au château. Je le sais bien, après tout. Quel est donc ce grand bruit de chaîne? C'est le pont-levis qu'on remonte. Et cette flûte, au lointain? C'est Yorick qui fait déjà sa ronde d'une redoute à l'autre et relève la garde en passant. On n'a pas fini de l'entendre. 1 an, 2 ans peut-être, 10 ans, jour et nuit, davantage. Comme la Belle au bois. On ne sait pas, on ne sait rien. Avec mon âme de lapin, je ne saurai jamais. Que les petites habitudes alors se forment autour de la reine, dans l'attente des nouvelles. 1 an, 2 ans, 10. La veillée, les prières et les menus événements, la pluie, le hurlement des loups, la lune, le vent. Très vite, on ne sait plus rien de l'armée. Rien de Krogold, rien de son frère le chapelain, rien de Thibaut, rien des 243 capitaines, rien du tout. On invente, on se lasse, on sait rien du Saint-Sépulcre. Était-il encore plein, ou trop tard, déjà vide? On ne sait pas. On sait rien des hérétiques. Sont-ils encore plus volages, plus traîtres, plus nombreux, plus sournois, plus coriaces qu'au temps de Barberousse? On imagine. Désert hanté par la hyène immonde en troupeaux si denses que les lanciers croisés sont dévorés, devant que d'être pourris, parfois tout crus, même avec tous leurs habits. Ah, qu'il est passé tant d'hommes, preux chevaliers intrépides, morts à travers les sables. Il ne reste de leur passage et d'eux que leurs armes sur le sable. Même à Morhand, on ne sait rien. On se fatigue d'imaginer tout. C'est un effort, on va se taire et prier des mois, des années. Avec Angèle et Lawrence, on va se promener, nous à présent, dans les salles du château, bras dessus, bras dessous, on reconnaît parfaitement. Nous allons aussi très légèrement, pas tout à fait au sol, un peu au-dessus, on s'y fait. Joad, dans un petit coin, pince la guitare, nous le surprenons un peu. J'entends l'air qu'il chante en sourdine aussi. Je me ferai gros nuage blanc, j'embrasserai la belle de temps en temps. Ça sera pour une autre fois. Il s'enfuit vers la cuisine, on le suit. Enfin, voici du vrai feu, 4 fois haut comme le nôtre, mais de la fumée tout autant. 3 arbres entiers crépitent, éclatent et jutent leur sève. Ici, pas de silence. Un énorme fracas revient des foyers. Tous ces valets assemblés, ces souillons et ces garnisaires nous traitent aussitôt de suppôts du diable, de revenants. C'est trop fort. On nous bombarde avec 1000 ustensiles. Tous se signent, les femmes se prosternent, implorent le ciel. Voici déjà de l'eau bouillante, des haricots et du saindoux brûlant. Nous bondissons à revers. Mais ces furies nous croisent, nous saisissent, nous boudinent et nous entraînent. Je crois comprendre qu'on va nous ramener en enfer. C'est la ruée vers le parc, d'abord. Voici Madame Peacock, en jupon, qui sort d'un bosquet. C'est du vilain. Un homme tout clinquant d'armure lui court après. Oui, c'est le capitaine là-bas, debout dans son cabriolet traînant des squelettes, et qui me fait des signes. Il me semble en péril. Il s'écrase le piano sur eux avec un tonnerre de musique. Voici le jour, on le voit qui perce à la pente du bois. Il faut agir vite, toute cette bande est possédée. Le vieux jardinier rigole au carrefour de nous voir dévaler en trombe. On traverse le village qui dort encore, on mangera rien avant d'arriver à Londres. Voici la gare. Sur le quai quand même, dans le kiosque à journaux, c'est un curieux petit bouffon tout habillé, bariolé de bleu, vert et jaune, qui vend la première édition. Il ouvre son parapluie,
pour ne pas nous regarder en face. On n'a jamais reparlé de ces choses-là.